Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Nous recevons ce matin Dominique Bussereau, ancien ministre, député UMP et président du Conseil général de la Charente-Maritime. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour. Avec moi sur ce plateau, Michèle Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes. Bonjour. 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 Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Dominique Bussereau, la journée risque d'être agitée et très longue aujourd'hui pour Parler l'UMP. du temps orageux, je suppose. Aujourd'hui, l'UMP qui tient son bureau politique à 18h en fin d'après-midi pour entériner notamment la direction provisoire à la tête du parti. Les tensions restent tout de même manifestes, encore très exacerbées. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, ce matin, propose de changer le nom du parti et de vendre le siège du parti à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il faut d'abord voir l'enjeu de la journée. C'est une formation politique récente, l'UMP. J'en fais partie des fondateurs avec Hervé Guémard et Renaud Dutreil. Nous avions appelé ça au départ l'Union en mouvement. L'idée, c'était que les centristes, les libéraux, les gaullistes, qui jusqu'à présent étaient plutôt en désaccord sur la décentralisation, l'Europe, le dialogue social, à partir du moment où nous étions d'accord, forment une seule grande formation de droite et du centre, modèle CDU à l'allemande, par exemple. Et donc c'est la survie de tout ça qui est en cause, puisque nous avons été traversés de bagarres internes, etc. Alors peut-être à terme, faudra-t-il changer de nom, même si c'est toujours très difficile de changer de nom pour un parti politique, parce que ça implique beaucoup de frais, et puis ça change les habitudes des électeurs. Le siège, c'est une question de gestion de notre maison. Personne n'est attaché à ce siège. Il n'a pas de valeur historique. Il est situé rue de Vaugirard, pas loin de la gare Montparnasse. C'est plutôt sympathique. Mais bon, voilà, ça peut ça aussi changer. Et surtout, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une cohésion pour dire on reste ensemble. On met en place une troïka provisoire, puisque la direction dont je faisais partie, et surtout Jean-François Copé, ont démissionné. Raffarin, Fillon, Juppé. Et puis, on fait un congrès après les élections sénatoriales. Les sarkozystes appellent un retour de l'ancien président à la tête du parti. Or, on a l'impression qu'au lieu de rassembler, cette idée est plutôt en train de susciter des concurrences et développer une guerre de tranchées. C'est votre avis ? Écoutez, moi je connais Nicolas Sarkozy depuis 1975. Je lui avais proposé sans succès d'adhérer aux jeunes giscardiens. Il m'avait expliqué qu'il était gaulliste chiracien. Ensuite, nous avons travaillé ensemble au gouvernement. J'ai été dans son gouvernement lorsqu'il était président. Il a naturellement un rôle à jouer. Est-ce que ce rôle passe par la case président de l'UMP avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour gérer la situation financière, économique, politique de l'UMP ? Votre avis là-dessus ? C'est peut-être le meilleur homme pour Non, je ne suis pas sûr que c'est là où il exercera le mieux ses talents. Après, est-ce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle de 2017 ? C'est un autre sujet. Mon seul sentiment, c'est que s'il devait être candidat, à lui comme aux autres, s'impose la mécanique des primaires. Je pense que la mécanique des primaires a bien fonctionné pour le PS, et je pense que nous avons intérêt, nous aussi, comme nous l'avons prévu dans nos statuts, à mettre en place des élections primaires. Est-ce qu'il faut un président qui ne soit pas candidat à la présidentielle ? C'est une recommandation qu'a faite Alain Juppé. Je trouve qu'elle n'est pas dénuée de bon sens. Elle n'est pas statutaire par rapport au statut actuel de notre formation politique. Mais c'est vrai, regardez le calendrier d'ailleurs, c'est ça le bon sens. On va lire ce nouveau président de l'UMP, octobre, novembre, enfin en tout cas avant la fin de l'année. Et les élections primaires auront lieu en 2016. Or, il faudra que le président élu, s'il est candidat aux primaires, se démette avant les primaires. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt d'une personnalité de prendre des fonctions de président de l'UMP pendant un an à peine, pour ensuite en partir et être candidat aux primaires. Est-ce que la droite peut vraiment se passer de Nicolas Sarkozy pour les D'abord, ce n'est pas la droite. Je vous prie de rappeler que moi, je ne suis pas un homme de droite. Je viens de l'UDF. Je suis rentré en politique avec Valéry Giscard d'Estaing. Je suis plutôt quelqu'un de... Est-ce que l'UMP a besoin de Nicolas Sarkozy ? De centre-droit. La famille du centre-droit et de la droite a besoin de tout le monde. Nous sommes devant une situation assez dramatique. Un gouvernement qui échoue, un président de la République qui n'est pas populaire, un PS qui a perdu les élections récentes, un Front National, malgré les bisbilles familiales, fort et puissant. Et donc la démocratie française, pour vivre, a besoin d'un grand parti social-démocrate, qui est le Parti socialiste d'aujourd'hui, d'une grande formation de droite et du centre, qui est l'UMP. Donc voilà, pour la démocratie, nous avons besoin la force de la personnalité de M. Sarkozy,
ancien président de la République. Est-ce que la droite peut vraiment, et le centre, peut se passer d'une telle personnalité? Écoutez, c'est les primaires qui décideront. Hein. Rappelez-vous la primaire au PS, vous aviez une grande partie du gouvernement Les actuel. adhérents et les militants décideront de... C'est pas les adhérents et les militants, c'est pas ça une primaire. Hein. Une primaire, c'est tous les Français Ouvert à tous qui se reconnaissent dans la Du droite centre. et le centre, qui vont change dans les beaucoup de communes choses. voter. Et c'est pas la même chose qu'un vote de militants. Vous auriez eu un vote de militants au PS, uniquement, je ne suis pas sûr que François Hollande eût gagné la primaire. Donc il s'agit de que tous les Français qui en ont envie, qui vont payer 1 euro pour organiser l'affaire, aillent un jour dans les mairies pour voter. D'après les sondages, aujourd'hui, seul Nicolas Sarkozy et Alain Juppé semblent en mesure de pouvoir porter le parti en 2017. Est-ce que ça a un sens pour François Fillon de se maintenir dans cette ambition? Je crois que vous l'avez vu ce matin. Quelles sont ses intentions? Je viens de le voir à l'instant. Il est très clairement dans une posture de quelqu'un qui se prépare à l'élection présidentielle. Il a été Premier ministre de la France pendant 5 ans. Il a exercé de nombreuses responsabilités ministérielles, de nombreuses responsabilités régionales, départementales, locales. Donc il est formaté pour cette élection. Mais d'autres sont là. On parlait de Nicolas Sarkozy, peut-être. Alain Juppé, qui a des qualités qui sont exactement d'ailleurs les mêmes que celles de François Fillon que je viens de vous décrire, avec un parcours de même nature. Et puis il y a une jeune génération qui semble intéressée, qui le dit. Xavier Bertrand le dit clairement. Bruno Le Maire le laisse envisager. Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, pourquoi pas. Bref, on a l'embarras du choix, comme l'avait le PS avant 2017, d'où l'intérêt de l'élection primaire à 2 tours, pour permettre aux différents candidats à la candidature de présenter leur programme, leur personnalité devant les Français, et à nos concitoyens qui se reconnaissent dans les valeurs du centre et de la droite, à ce moment-là, d'en décider librement, Malgré tout, 1 an avant l'élection présidentielle. je reviens sur la primaire, étant donné l'état désastreux du parti et les Mais c'est pas divisions... pardonnez-moi, la primaire, c'est pas que le parti. On peut aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, on peut aussi faire une primaire avec l'UDI. On peut très bien considérer que personnalité de l'UDI, alors malheureusement Jean-Louis Borloo ne semble plus être dans la course aujourd'hui, décide de participer à la C'est une des primaire. propositions de Jean-Pierre Raffarin. Voilà, et que nous ayons une primaire élargie à tous ceux qui ne sont ni socialistes, ni communistes, ni Front National. Très bien. Mais est-ce qu'elle a vraiment encore un sens à l'heure où on sait que... Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus Vous que jamais. ne puisque craignez pas qu'à ce c'est ça moment-là... qui évite les divisions. Regardez le gouvernement actuel. Vous avez un président qui a gagné la primaire, un Premier ministre qui l'a perdu, une Ségolène Royal qui a été nettoyée dans la primaire par un très mauvais score, et d'autres encore, Montebourg. Pas beaucoup moins bon que celui d'Emmanuel Valls, hein. Ça n'empêche pas de faire... Oui, pas beaucoup moins bon, mais je ne suis jamais objectif avec Mme Royal, je le reconnais. Mais tout ça n'empêche pas de former un gouvernement, de travailler ensemble, une fois que... Vous savez, c'est comme dans une classe. Hein, moi, je ne sais pas si l'un d'entre vous a été délégué de classe. Quand on était candidat pour être délégué de classe, on n'était pas pour autant fâché avec le copain qui avait gagné ou qui avait perdu. Dominique Bussereau, pour résumer, il nous faut une primaire ouverte à la droite et au centre, et ouverte également à l'ensemble des Français, ce qui change un petit peu les règles... Non, mais c'est ça une primaire. Pardonnez-moi, au PS, la primaire, c'est tous les Français on sait qui que se reconnaissaient dans les valeurs de gauche. Par exemple, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus... comment on dit, considéré comme l'homme providentiel par les militants, les adhérents. Oui, mais les adhérents, c'est pas eux qui font l'élection. Les adhérents, on a besoin d'eux. Moi, je suis président d'une fédération départementale de l'UMP, donc je sais la valeur des adhérents militants, j'en suis un aussi. Mais les militants, ils aident à gagner l'élection. Ce ne sont pas eux les électeurs, enfin, ils sont qu'une petite partie. Regardez les partis politiques français. Aucun n'a plus de quelques centaines de milliers ou dizaines de milliers d'adhérents, alors qu'il y a 63 millions de Français, et puis un peu moins d'électeurs naturellement. Xavier Bertrand a proposé que ceux qui avaient participé à la campagne de 2012 se retirent, c'est-à-dire en fait qu'on fasse table rase, qu'on reparte sur des bases nouvelles avec des hommes nouveaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il l'a proposé plutôt pour le parti, enfin, j'espère avoir compris son propos, plutôt pour le parti que pour la primaire, parce que 2012, tout le monde était là. Enfin, je veux dire, tous ceux que je viens de vous citer ont joué un rôle de premier plan dans le cas de Nicolas Sarkozy, de plans différents pour les autres dans l'élection de 2012. Qu'ils disent que tous ceux qui ont trempé dans les pygmalonneries du parti ne participent pas à la future direction du parti, ça me semble en effet de bon sens. À condition de savoir qui a trempé. La justice fera son travail et le dira. On a une question de Xavier qui demande sur le fond, sur quelle ligne doit s'aligner l'UMP après la défaite des Européennes? Plus à droite, plus au centre Pardonnez-moi. Je ne crois pas, contrairement à certains, à la nécessité d'aller plus à droite. Parce que d'abord, le vote Front National n'est pas qu'un vote de droite. Le vote d'un Front National, moi je l'observe chez moi, c'est un vote ouvrier, c'est un vote de retraités, c'est un vote de périruraux qui se sentent abandonnés, etc. Ça regroupe le PC, ce qu'était le PC,
dans les années 70, quand le PC faisait 20% des voix en France. C'est plus, évidemment, les nostalgiques de l'extrême droite, etc. Donc il ne s'agit pas d'aller à droite, il s'agit, et Giscard a toujours dit, une élection présidentielle se gagne au centre. Et c'est vrai, se gagne au centre. Donc il faut naturellement trouver un message qui regroupe la droite et le centre, comme le PS fait un message qui regroupe les socialistes et les sociodémocrates. Bon, voilà, il faut avoir un message qui soit un message général. Mais aller à droite toute, c'est ce qu'a été la campagne présidentielle de 2012, pardon, et ça a donné le résultat que l'on connaît. Alain Juppé, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi Jean-Pierre Raffarin, dont vous êtes très proche, imagine une alliance avec les centristes pour 2017, et même imagine une plateforme de réflexion commune. Est-ce que, si vous êtes d'accord avec cette proposition, vous imagineriez François Bayrou porter les couleurs de votre parti et des centres pour 2017? Est-ce que c'est une hypothèse crédible? En 2017, il y a deux élections. Il y a une élection présidentielle, une élection législative. Revenons sur le calendrier, c'est ce que nous disions à l'instant. Les primaires, moi je ne vois que des avantages à ce que le centre, et pourquoi pas François Bayrou, participe à la primaire. Non. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. S'il participe et s'il gagne, vous accepterez. La règle d'une primaire, c'est quand on participe à la primaire, il y a un gagnant, tout le monde est derrière lui. Bon, envisageons cela. Paraît un peu difficile, ça aurait été peut-être plus facile avec Jean-Louis Borloo ou d'autres personnalités éventuellement, on verra bien. Ensuite, nous avons une élection présidentielle avec 2 tours. Le candidat élu au 2e tour et le patron de la majorité présidentielle pour les législatives. Et je pense que pour les législatives, on doit avoir un contrat de majorité, si nous gagnons les présidentielles, et ce n'est pas encore fait, avec l'UMP et l'UDI au sens large du terme, naturellement, comme nous l'avons fait aux élections régionales, aux élections cantonales, à toutes les élections municipales. Et comme nous ne l'avons hélas pas fait aux élections européennes, et on voit bien que le fait de ne pas le faire aux élections européennes, ça met arithmétiquement le Front National en tête. Très bien. Dominique Bussereau, on va parler un peu plus de fond dorénavant. Mais c'était le fond, parce qu'il s'agit de l'avenir de la France. C'est juste, mais on va pas et même si on n'est pas UMP, je me mets à la place d'un électeur socialiste qui nous regarde ou qui nous lira demain, la France a intérêt à avoir 2 grands partis de gouvernement et ne pas laisser au Front National un espace aussi vaste que celui qu'on lui laisse actuellement. On revient tout de même sur la ligne politique, sur les propositions, sur le programme UMP, dont on ne sait plus aujourd'hui vraiment lequel est-il. On vous a concocté un pour ou contre, qui est une séquence habituelle de notre émission, un pour ou contre spécial projet de l'UMP. 5 propositions, vous nous dites si vous êtes pour ou contre, et de façon assez succincte, vous nous dites pourquoi. Alors, la première proposition, c'est celle-ci, faut-il revenir aux 39 heures et en finir définitivement avec les 35 heures, comme le proposait très récemment François Fillon. Bien sûr. Bien sûr, et la méthode intelligente de Nicolas Sarkozy, c'était de passer au-delà des 35 heures par les heures supplémentaires. C'est peut-être un moyen de reprendre cette mesure pour revenir à une sortie des 35 heures. La réduction de la durée et du niveau de l'indemnisation du chômage, c'est aussi un débat, c'est une discussion au sein du parti. Ça, c'est pour ou contre? Écoutez, ça dépend d'un dialogue entre les partenaires sociaux. Je crois que ça ne peut pas être une majorité politique qui en décide. C'est un dialogue entre les organisations syndicales et patronales qui peut se faire branche par branche, qui peut être très différente dans l'aéronautique qu'elle est dans l'automobile, et très différente dans l'automobile que dans l'industrie agroalimentaire. Et là, je pense que c'est au dialogue social d'organiser selon la santé économique des branches. Il y a des branches qui peuvent faire cela, d'autres peut-être pas. Mais la pratique est aussi qu'il n'y a pas d'accord, c'est le pouvoir politique qui tranche. Oui, mais je pense qu'il faut... Donc il vaut mieux avoir un... Oui, mais très franchement, ce n'est pas un joker de ma part. Je pense qu'il faut que ce soit décidé au niveau des branches et parfois même régionalisé. Je pense que dans votre région de l'Ouest, la qualité de l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément la même qu'ailleurs et qu'on peut avoir aussi des parcours régionalisés. Supprimer l'impôt sur la fortune? Non. Non, je pense que ça avait été fait par Jacques Chirac en 88, ça donnait les résultats que l'on sait, l'élection présidentielle. Il est actuellement injuste parce qu'il est fondé principalement pour les classes moyennes et moyennes supérieures sur la possession ou pas d'un bien immobilier. Mais je pense que politiquement, toute formation politique qui annoncerait l'impôt sur la fortune serait dans une situation de suicide. Même si c'est un impôt qui rapporte peu, qui est très inégalitaire et très ciblé finalement sur Paris, l'Île-de-France. Mais je pense qu'il faut le maintenir, peut-être avec quelques aménagements, mais je ne suis pas favorable à sa suppression. Pour ou contre, Dominique Bussereau, le contrat de travail unique? Non, je pense qu'il faut beaucoup plus de souplesse pour le contrat de travail. Le contrat de travail unique, ça ne me paraît pas une bonne idée.
Sujet sociétal cette fois, est-ce qu'il faudrait revenir sur la loi sur le mariage pour tous? Non. Non, je n'ai pas voté cette loi, mais maintenant qu'elle existe, je ne vois pas quelconque gouvernement, une quelconque majorité revenir en arrière et défaire des couples qui se sont faits. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui... On a entendu François Fillon dire qu'il Oui, était favorable à... Moi, je ne suis pas le porte-parole de François Fillon, même si je suis proche de lui, et je vous donne ma position personnelle de député et de citoyen, et par ailleurs de chrétien. Obliger les collectivités locales à supprimer un poste de fonctionnaire sur 2. Connerie, pardonnez-moi. Non, mais ça veut rien dire. Non, mais attendez, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi, dans le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, je supprime un poste de pompier sur 2? Est-ce que le maire, qui a une police municipale à Rennes, où il y a pas mal de débordements, est-ce qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur 2? Voilà. Est-ce qu'il faut mettre de l'ordre dans l'organisation des collectivités territoriales? Oui. Mais les trucs 1 sur 2, ça ne veut strictement rien dire. C'était pourtant la pratique de Nicolas Sarkozy. Mais c'était différent. C'est dans la révision générale des politiques publiques a consisté à réorganiser l'administration au détriment des administrations départementales qui ont quasiment disparu. Il reste que des petites équipes dans les départements au bénéfice des administrations à l'échelon régional. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de toucher au noyau dur, où là, il y a des économies à faire, qui sont les administrations centrales de l'État. Et on a parfois ce paradoxe d'un État qui est maintenant un peu déshabillé au niveau départemental, correctement habillé au niveau régional et avec des vêtements d'hiver en été au plan national. On va rester, Dominique Bussereau, dans les collectivités locales et on va aborder de façon un peu plus importante le dossier de la réforme territoriale. On vous sait vent debout contre la fusion de votre région Poitou-Charentes avec le Centre et le Limousin, la plus grande et la plus vaste région qui serait issue de cette réforme. Vous avez voté d'ailleurs le vendredi dernier, si je ne me trompe pas, une motion pour proposer le rapprochement avec l'Aquitaine et le Limousin. André Valigny, toutefois, ce week-end, a appelé l'UMP, et on vous sentait un petit peu ciblé par ces remarques, à ne pas faire barrage à la réforme en sortant des querelles politiciennes. Mais ce n'est pas des questions de querelles politiciennes. Le président de la République a raison de faire de grandes régions. J'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait faire du cousu humain outre-mer, c'est ce qu'ont fait les différents gouvernements pour les collectivités territoriales ultramarines, et qu'en métropole, il fallait passer à entre 10 et 12 régions. Avoir des régions à l'échelle des Länder allemands, des régions espagnoles ou italiennes. Donc le président a raison. L'erreur, c'est d'avoir fait ça nuitamment avec une bande de copains avant d'aller se coucher. Vous avez pu vérifier ça? Écoutez, c'est ce que tout le monde a vu, parce que vous avez vous-même reçu un communiqué avec 3X à la place du nombre de régions, ce qui veut dire que il y avait quand même discussion. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a discuté. Ça a discuté tard et sur le coup de 21h15, tout le monde avait faim, donc il a fallu sortir un nombre de régions. Bon, donc les grandes régions, très bien. Il y en a certaines qui sont légitimes et logiques. Nous, on nous a fait un petit arrangement entre amis, entre amis de la promotion Voltaire de l'ENA en 1974. L'une, Ségolène Royal en Poitou-Charentes, Michel Sapin, que j'aime bien par ailleurs, dans la région centre, et puis le Limousin avec François Hollande. François Hollande n'a pas voulu froisser ses amis. Mais si vous voulez, en réalité, pour que ça marche, il faut des capitales régionales. Je pense que la règle, et c'est ce que nous allons dire dans le débat parlementaire, c'est que oui aux grandes régions, à condition qu'elles s'appuient sur une métropole. Il y a une autre région aussi où ça a été loupé, Champagne-Ardenne, Picardie. Ni Reims, ni Châlons-en-Champagne, ni Amiens, ni Laon, etc. ne sont des métropoles régionales. Quand on parle de Rhône-Alpes et de Clermont-Ferrand, on peut discuter de ça, mais il y a une vraie capitale qui est Lyon. Alors Nice, chez vous, la vraie capitale, chez nous, la capitale, c'est Bordeaux. Nous sommes, pardon de dire ça devant un journaliste de Ouest France, nous sommes dans la zone de diffusion du journal Sud-Ouest. Nous avons l'autoroute A10 qui traverse notre région du nord au sud, la LGV en construction entre Tours et Bordeaux qui joue le même rôle structurant. Notre zone de défense, en termes de la sécurité civile et sécurité militaire, c'est Bordeaux, la cour administrative d'appel, la chambre régionale des comptes. On va faire ses courses à Bordeaux, même quand on habite à La Rochelle, quand il s'agit d'aller dans une grande marque d'équipement de maisons du nord de l'Europe. Donc vous, c'est l'Aquitaine. Oui, pour une raison très simple. Et pas le centre. Pour une raison très simple, c'est que la capitale de l'Aquitaine, Bordeaux, est au nord de la région. Je veux dire pardonnez-moi, une bêtise. Bordeaux, c'est à la place de Bayonne, la question serait tout à fait différente. Bon, là, on a Bordeaux qui est adossé à notre région. Vous ne pas que Bordeaux aspire un petit peu notre région? Non, Bordeaux, au contraire, aide au développement de notre région. Tout le sud de la Charente-Maritime, qui était désertique il y a 20 ans, est aujourd'hui en plein développement à cause des allers-retours, des échanges professionnels dans les deux sens. Bon. Donc,
Et pour ça que nous sommes contre cette région centre-Limousin, en dehors de la petite magouille politique, c'est qu'il n'y a pas de capitale. Moi, je suis né à Tours. Pas de cohérence économique. Tours n'est pas une métropole régionale. Tours et Orléans sont toujours disputés. Limoges n'est pas une métropole régionale. Voilà. Donc il faut des métropoles, ce qui pose d'ailleurs le problème de Rennes et Nantes à terme, naturellement. Mais enfin, Rennes et Nantes sont déjà toutes les deux des vraies métropoles régionales. Vous avez dit que vous alliez entrer en résistance. Oui, vous proposez, républicaine. Bien sûr. Vous proposez d'organiser un référendum, dites-vous, mais un référendum, ça n'a pas force de loi. Enfin, il y a une consultation possible. Si vous voulez, on veut mobiliser nos concitoyens. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons réuni des représentants des 4 conseils généraux vendredi en Charente, vendredi de la semaine qui vient de s'écouler. Nous demandons aux communes de délibérer à chaque réunion de conseil municipal. Et puis, en effet, une consultation qui n'a en effet pas de valeur sur l'État, mais qui a pour but d'établir un rapport de force. Ce serait quoi la question ? Écoutez, alors d'abord, permettez-moi de vous dire que pour faire un référendum local, il ne faut pas être en période électorale. Donc nous ne pouvons pas le faire avant le 28 septembre, qui est la date des élections sénatoriales. Et pour le faire, faut-il encore que la date des élections régionales et départementales ait déjà été reportée par la loi, car sinon, on est toujours, tant qu'une nouvelle loi n'est pas votée, dans une date fixée par le texte. Vous entendez que vous ne pourriez ne pas faire ce référendum? Non, je ne veux pas dire par là, je veux dire qu'il faut le faire dans des conditions légales. Et pour l'instant, on ne peut pas le faire avant fin septembre. Et il faut attendre que la loi de report des élections soit définitivement votée, car tant qu'elle n'est pas définitivement votée, la date qui s'applique de barrage est mars 2015. Si elles sont en octobre, les choses sont différentes. Qu'est-ce que vous demanderiez à vos administrés? On demanderait tout simplement, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous acceptez le regroupement de notre région tel que le gouvernement l'a proposé avec le Limousin et le Centre? Question 1. Ou préférez-vous rapprochement avec l'Aquitaine? Question 2. Est-ce que vous pensez que la carte telle qu'elle a été proposée et les compétences telles qu'elles sont envisagées peuvent franchir le stade du Parlement? Ça va être, vous avez raison de poser la question, ça va être très difficile. D'abord, il n'y a pas de majorité au Sénat pour voter ça. Il y en aura encore moins après le 28 septembre, parce que je pense qu'il y aura un basculement de la majorité sénatoriale au Sénat. Je ne suis pas sûr, Tertio, qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement soit en situation de force, y compris à l'intérieur du PS et par rapport à ses alliés qui sont vent debout, qu'il s'agisse des Verts ou des radicaux de gauche, ou de certains ex-communistes. Voilà. Donc il y aura de réelles difficultés. Et le gouvernement, plus comme une erreur, c'est qu'en proposant de grandes régions, en même temps, selon l'expression triste d'ailleurs d'André Valigny, par ailleurs, quelqu'un que je respecte beaucoup, mais enfin, qui a parlé comme un dentiste, il a dit on va dévitaliser les départements. Je pense qu'au contraire, à partir du moment où on fait de méga-régions, il fallait garder intact l'échelon départemental, quitte à transférer quelques affaires entre le département et la région pour faire de la cohérence, pour faire de l'aménagement rural. Car prenez une grande région. Imaginons que nous faisions une région avec l'Aquitaine, que notre vœu soit exaucé. Pour aller changer un poteau de bus dans le sud de la Charente-Maritime, du côté de la Genetouze, je prends l'exemple d'une commune connue par sa foire aux célibataires et surtout par un circuit routier d'aménagement, d'un circuit de course qui a été fait par les collectivités pour désenclaver cette région. Eh bien, est-ce qu'il faudra envoyer un technicien de Bordeaux pour ce faire? Ça serait ridicule. Donc, je pense que l'erreur du gouvernement, c'est à la fois de faire des grandes régions en supprimant les départements et qu'il eût mieux valu laisser aux départements un rôle plus important que celui qu'il veut laisser. Et je pense que c'est un des points faibles de cette... Mais une région puissante, c'est une région plus grande ou c'est une région qui a c'est une région à l'échelle européenne, c'est une région qui a une métropole, c'est une région qui porte de grands projets. Il ne faut pas faire une région mais pour donc faire une région qui a des moyens budgétaires. Oui, qui a des moyens budgétaires. Ce qui veut dire aussi, vous avez raison, une réforme de la fiscalité. Je prends l'exemple de ma région actuelle, Poitou-Charentes, où la présidente, enfin l'ex-présidente du conseil régional n'a pas voulu augmenter la fiscalité sur les carburants. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas un comportement très écolo, parce que la fiscalité sur les carburants, ça contribue aussi à diminuer l'usage de la voiture automobile individuelle. Ça nous enlève, on n'a pas les moyens. Moi, mon département a un budget de 300-400 millions supérieur au budget du conseil régional. Donc il faut en effet donner à ces futures régions des moyens. Et ce ne sera pas obligatoirement d'ailleurs des économies, parce que quand vous fusionnerez des régions, si vous n'avez pas le même régime indemnitaire, par exemple, des fonctionnaires, c'est ce qu'a très bien relevé Alain Rousset au nom de l'Association des régions de France, vous pouvez avoir des fusions qui, in fine, en coût de fonctionnement, coûtent plus cher que ne coûtaient auparavant des régions les unes à côté des autres. Donc je crois que le gouvernement est allé un peu vite. Ceci étant, je fais confiance au débat parlementaire. On essaiera dans le débat parlementaire de remettre les choses dans de meilleures conditions. Et vous nous avez parlé de résistance républicaine. Quelle sera cette résistance? Ce que je vous ai dit, ce qu'on a déjà commencé à faire, des motions des conseils généraux, des motions des communes, des votes des citoyens dans les conditions de la loi de consultation
d'intérêt local. Et puis naturellement le débat au Parlement, éventuellement le Conseil constitutionnel. Si la réforme est votée, in fine, vous accepteriez. irrédentiste pour... Comment ? Vous accepteriez la réforme si elle est votée, et malgré toutes les procédures d'opposition. Si la réforme est votée, validée par le Conseil constitutionnel dans l'hypothèse de recours, nous sommes tous des citoyens qui respectons la loi dans ce pays, qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, qu'on lise Ouest France, Sud-Ouest ou 20 minutes. Pour finir ce chapitre, Dominique Bussereau, je vous soumets une question d'internaute qui vient de Bordeaux, qui nous demande est-ce qu'il ne faudra pas organiser un référendum du côté aquitain ? Écoutez, moi j'en ai parlé avec Alain Rousset, que je trouve que je connais depuis longtemps. Nous étions étudiants ensemble avec François Hollande, c'est pas hier matin. Bien sûr qu'il faut pour se marier avec quelqu'un, si nous on a envie de se marier avec l'Aquitaine, il faut que l'Aquitaine réponde à notre amour par des preuves d'amour. Donc un référendum de leur côté. Pas forcément, mais chacun fait ce qu'il veut chez lui. La région Aquitaine est bien tenue. On verra que ce sont des personnalités aussi puissantes qu'Alain Juppé ou Alain Rousset nous diront, feront. Mais Alain Rousset a déjà répondu positivement. Notre appel, il a tenu compte de notre appel des 4 départements vendredi dernier. Il a répondu samedi par une dépêche à l'agence France Presse en indiquant que notre proposition, il était très touché par notre proposition de le rejoindre l'Aquitaine. Voilà. Après, c'est à lui de gérer cela le cas échéant. Dominique Bussereau, on va clore ce chapitre et on va rapidement aborder quelques réformes projets du gouvernement en cours, avec notamment les rebondissements sur le pacte de responsabilité ces derniers jours. Oui, ça avait l'air d'être une affaire bouclée, et puis on s'aperçoit qu'au MEDEF, il y a d'énormes résistances, et les syndicats aussi, que tout le monde est en train de se déchirer. Qu'est-ce qui pourrait un peu calmer les esprits? Qu'est-ce qu'il faut faire je suis très inquiet sur tout cela. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pacte de responsabilité. J'entendais un sujet ce matin chez vos confrères d'Europe 1 expliquant que de certaines branches, il y avait eu une réunion entre les syndicats et les patronats. Cette réunion avait débouché, si on peut dire cela, sur un constat de désaccord, oui. Et depuis, il n'y avait pas eu de réunion. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pacte de responsabilité. Et donc il doit faire quoi, le gouvernement? Il doit imposer des choses? Écoutez, il doit favoriser le dialogue social, mais il ne le fait pas. Et la situation de l'emploi continue. Mais ça a été annoncé le 14 janvier, oui, mais on est début juin. On est tous capables de faire des effets d'annonce. Vous pouvez annoncer que Sud-Ouest va doubler son lectorat demain matin, 20 minutes aussi. Moi, dire que la France entière va élire par acclamation un président UMP en 2017, mais ça n'engage à rien. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de pacte de responsabilité aujourd'hui. Il y a un pacte de responsabilité dans le langage du président de la République, parfois du gouvernement. D'ailleurs, j'observe à l'Assemblée qu'on en parle de moins en moins. Le mot est rarement utilisé maintenant par les ministres et par le Premier ministre. Donc, pardonnez-moi, je vais reprendre une expression de Jacques Chirac, j'ai l'impression que le pacte de responsabilité a fait pchit. Et je le regrette. Parce que je ne suis pas un opposant systématique et l'idée était intéressante. Dominique Bussereau, on va passer à la dernière séquence de l'émission. On va vous proposer de commenter les 4-5 faits d'actualité de la semaine. De la semaine qui commence. La semaine qui est passée déjà. D'accord, qui est passée. D'accord. Et je vous soumets l'actualité de vendredi dernier, qui évidemment est très liée aux commémorations du 6 juin. François Hollande a endossé son costume de diplomate en chef, avec beaucoup de succès, ont reconnu certains leaders de droite comme de gauche. Est-ce que selon vous, c'est une réussite? Oui. Oui, je trouve que le président était dans la fonction présidentielle. Le fait que le président ukrainien et Vladimir Poutine aient pu se parler, le fait que, même s'ils essayaient de ne pas être ensemble sur la photo, à quelques pas, il y ait Barack Obama et Vladimir Poutine, je trouve que tout ça est très bien. Et moi, je trouve qu'il était dans la fonction, qu'il a fait le job, et que c'était, en plus, que ces cérémonies étaient bien organisées. On bénéficiait d'un temps merveilleux, ce qui parfois rare en Normandie, mais voilà, j'ai trouvé que ça avait de la gueule et moi j'ai été fier de regarder ça comme citoyen à la télévision. Vendredi toujours, le dossier BNP, alors c'est la fameuse amende, très lourde amende dont menacent les États-Unis, pourrait nuire aux négociations du traité transatlantique, indique Laurent Fabius. La France a-t-elle raison de mettre de la pression sur les États-Unis? En tant que client de la BNP, je suis ravi. Toute plaisanterie mise à part, je pense que la France a mis la pression sans succès, puisque le président Obama a expliqué que dans la République des États-Unis d'Amérique, ça se passe pas comme ça et qu'on ne donne pas d'ordre à la justice. La négociation entre l'Union européenne et les États-Unis,
qui a joué d'ailleurs un rôle qui a été utilisé par le Front National durant la campagne européenne comme un repoussoir, est une négociation utile. Je pense qu'à chaque fois que des traités d'organisation des échanges sont conclus entre l'Union européenne et une autre région du monde, il y a des plus pour les deux. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas mêler les deux dossiers. Dimanche, un médiateur a été nommé par le gouvernement chargé d'ouvrir le dialogue Oui, avec Jean-Patrick les Gilles. intermittents. Jean-Patrick Gilles, je le connais bien, c'est un député d'Indre-et-Loire. Alors le gouvernement doit-il reculer sur la convention chômage qui réforme leur statut? Écoutez, moi je souhaite que le gouvernement agisse. Il y a déjà eu le festival de Montpellier qui a sauté. Rappelez-vous l'année, il y a quelques années, quand tous les festivals de l'été avaient sauté. Ce sont des festivals qui, pour notre vie culturelle, sont très importants, qui ont un impact économique énorme. Je pense, pardonnez-moi, je suis un peu égoïste, à La Rochelle, nous allons fêter les 30 ans de francophonie, rendre hommage à leur père fondateur Jean-Louis Foulquier. Et ça me ferait beaucoup de peine qu'on ne puisse pas le faire pour le public, pour tous les gens qui ont déjà réservé leur place, pour la mémoire de Jean-Louis Foulquier. Voilà, donc s'il n'y a pas de solution trouvée, enfin, il ne faut pas non plus, pardonnez-moi, se déculotter devant les intermittents. Bon, voilà. Donc Jean-Patrick Gilles est un député socialiste d'Indre-et-Loire, il était premier adjoint au maire de Tours, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie, je pense qu'il connaît bien le dossier, j'espère que sa médiation, comme celle d'ailleurs du médiateur des taxis, le taxi VTC, Thomas Thévenoud, j'espère que sa médiation aboutira. Est-ce que vous pensez qu'une réforme est nécessaire? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Par rapport à ce qu'avait dit la Cour des comptes notamment? Par rapport au rapport de la Cour des comptes, entre autres. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'en effet, les métiers des intermittents ne peuvent pas être en CDI. Voilà, c'est la nature même de leur métier qui est différente des autres métiers. Revenons, Dominique Bussereau, sur l'information de lundi. Et la famille Le Pen qui expose ses différents. J'ai beaucoup de peine. Publiquement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai beaucoup de peine. Pour la père, la fille? Pour la France. Donc c'est vrai, tout ça est nul et non avenu. Est-ce que derrière ça, il n'y a quand même pas la preuve que Marine Le Pen entend faire acte d'une sorte de dédiabolisation? Oui, même vous-même n'arrivez pas à le prononcer. Du parti. Est-ce que derrière, on n'est pas en train d'acter une normalisation du parti? Écoutez, moi je considère que nous devons faire régresser le vote Front National dans notre pays, et si la famille Le Pen se dispute, tant mieux. Dernière grosse actualité de la semaine, aujourd'hui, une grève est annoncée à la SNCF. A priori, elle devrait être beaucoup suivie. Oui, elle commence mercredi, elle est reconductible. Elle est reconductible, ouais. Et avant le débat au Parlement sur la réforme de la SNCF. Est-ce que cette grève est justifiée? Et ce projet... ce projet n'est pas bon. Alors voilà. Ce projet n'est pas bon, je vais voter contre, et d'ailleurs porter la parole de l'UMP dans l'hémicycle pour ce faire. Parce qu'il est anti-européen et anticoncurrentiel, qui ne permet pas ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence des TER pour faire diminuer les coûts des TER pour les régions. C'est à ça que s'opposent justement les syndicats. Non, mais attendez, ce projet il est anti-européen, anticoncurrentiel. Ensuite, il vise à revenir en arrière sur la réforme de 97 qui avait séparé, comme dans tous les pays européens, le gestionnaire d'infrastructure, Réseau Ferré de France, de l'exploitant historique qu'est la SNCF. Enfin, on voit que ça ne fonctionne pas très bien, la séparation des deux. Ça n'a rien à voir. L'histoire des quais, alors je peux vous dire que l'explication de M. Cuvillier, de M. Rapoport et de M. Pépi est complètement fausse. Mais je vais vous dire, en tant que fils et petit-fils de cheminot qui connaît bien la maison de l'intérieur, ce n'est pas RFF qui est chargé de gérer ça, c'est SNCF Infra qui était chargé de ça. Donc mettre ça sur le dos de RFF, M. Rapoport est bien gentil de l'accepter et même de payer. Donc c'est M. Pépi qui est seul la responsable. SNCF est entièrement responsable de cette affaire du début à la fin. Pas M. Pépi, qui est un excellent président de la SNCF, mais le système SNCF est responsable du début à la fin. Et RFF est le couillon de l'affaire qui prend sur lui, mais qui n'y est absolument pour rien. Donc le système consiste à refaire la SNCF de papa et de grand-papa, en faisant une espèce d'épique de tête qui au départ était prévu pour quelques dizaines de personnes et maintenant qu'en est à quelques milliers. C'est complètement anticoncurrentiel. Ça va permettre à la SNCF de bloquer l'attribution des sillons, c'est-à-dire d'empêcher toute concurrence, aussi bien sur le fret, alors que le fret actuellement privé, y compris les filiales de la SNCF, fait 30% de l'ensemble du fret en France ferroviaire. Ça va empêcher la libéralisation des trains d'aménagement du territoire, les TET, les corails intercités, des TER. C'est une très mauvaise réforme. Si c'est anticoncurrentiel, Bruxelles ne va pas laisser faire. Bruxelles ne laissera pas faire. Il y a d'ailleurs des plaintes actuellement devant la Cour de justice pour l'organisation qui est à peu près similaire des chemins de fer allemands, et les Allemands perdent à chaque fois qu'il y a une décision de justice. Donc c'est quelque chose que nous déferons d'ailleurs s'il y a alternance en 2017, c'est-à-dire qu'on laissera les gens de l'infra de la SNCF partir dans le gestionnaire d'infrastructure, ce que la réforme prévoit, mais on supprimera les pics de tête pour revenir à un système normal européen
comme il aurait dû le rester. Donc les syndicats, il n'y a pas que les syndicats de la SNCF aussi, parce que les syndicats des RFF, on ne les entend pas. Les syndicats des RFF sont à fond contre cette réforme. On tue la maison qu'ils ont créée depuis 15 ans, et on leur propose d'ailleurs de partir dans toutes les directions. Et à la SNCF, il y a évidemment une grande méfiance vis-à-vis de cette réforme chez certaines organisations syndicales. La grève est légitime. Je souhaite que les règles que nous avons définies dans le cadre du service minimum s'appliquent. C'est-à-dire qu'on applique strictement la loi que nous avions fait voter avec Xavier Bertrand sur le service minimum, sur la prévisibilité du trafic, sur le dépôt de préavis en temps utile, capacité pour la SNCF de mettre en place des systèmes de substitution. Puis je rappelle que le 16, il y a quelque chose qui s'appelle le bac. Alors, c'est un peu loin pour nous quatre, mais qu'il faudrait quand même permettre aux jeunes qui doivent utiliser les TER pour aller passer le bac de régler cette affaire avant le 16 juin. Donc des réserves, mais vous soutenez la grève que vous estimez légitime. Non, je ne soutiens pas la grève du tout. Je considère que les craintes des cheminots sont légitimes, fondées. Sont fondées, mais eux vous êtes contre le projet pour des raisons considèrent que le opposées. système. Voilà, je suis contre le projet pour des raisons strictement opposées. Et je l'ai d'ailleurs expliqué au syndicat avec lequel j'ai dialogué sur ce sujet. Puisqu'il nous reste une minute, j'en profite, spécialiste des transports, homme de l'Ouest. Si vous revenez au pouvoir, Notre-Dame-des-Landes, vous en faites quoi? Il faut faire Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'avais porté le projet à la demande d'ailleurs de Jean-Marc Ayrault. J'étais venu en urgence à Nantes signer. Il faut rationaliser la carte des aéroports de l'Ouest entre Deauville, Caen, Rennes, tous les aéroports bretons, etc. Notre-Dame-des-Landes, ça n'a jamais été fait pour l'atterrissage du Concorde, comme on l'a raconté. Il s'agit de sortir l'aéroport de Nantes-Atlantique de l'agglomération nantaise. On a des survols très dangereux qui sont produits. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'ai été témoin d'un survol qui aurait pu se terminer tragiquement avec la rencontre entre un appareil, je crois, égyptien et au ras des Tours. En plus, tout ça survole le lac qui est la plus grande réserve ornithologique, le lac de Grandlieu, qui est la plus grande réserve ornithologique de France. Donc il faut faire ça, et je trouve le gouvernement bien coupable de laisser une bande d'Iroquois tenir son village indien, Notre-Dame-des-Landes, en dehors de toute légalité. Ce sera le mot de la fin, Dominique Bussereau. Merci d'avoir fait Direct Politique ce matin avec nous. Merci à vous d'avoir co-présenté cette émission. Merci, chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure, pour un nouveau Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.